Après plus de 15 jours de marathon et un sprint final, Yannick Jadot, le candidat écologiste, a rallié Benoît Hamon. Quels sont les termes de ce mariage rose-vert? L'écologie politique est-elle soluble dans les Outre-mer? Eva Sass est l'invitée d'Outre-mer Politique. Bonsoir Eva Sass. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous vous avons demandé de venir avec une photo qui illustre votre Outre-mer et cette photo, la voici. Il s'agit d'un bananier sauvage. Alors pourquoi ce choix et est-ce que ce n'est pas un peu cliché? C'est vrai que c'est un peu cliché quand on voit que la bananeraie, mais quand on pense au scandale du chlordécone, et qui d'ailleurs illustre en fait tous les scandales qu'on peut avoir en matière d'écologie, puisque c'était quand même aussi la lutte du vieux monde qui défendait les pesticides, une exploitation productive, contre le nouveau monde, dont on parlera peut-être après, peut-être l'agriculture biologique, qui est l'avenir, y compris en Outre-mer. Alors l'avenir en Outre-mer, on va en parler. Alors, pour ou contre, c'est la photo de la rédaction, pour ou contre le port de l'uniforme. Alors, à travers cette photo, il y a également l'exemple de l'Outre-mer qui peut être porté sur le plan environnemental par la part des écologistes. Tout à fait. Nous comptons beaucoup sur l'Outre-mer pour montrer le chemin en matière de biodiversité, puis en matière, par exemple, d'autonomie énergétique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Outre-mer. Donc, pour nous, c'est effectivement important. Ce n'est pas un laboratoire, mais c'est peut-être un phare, effectivement, en matière d'écologie appliquée. Alors, on va parler maintenant d'actualité. Alors, la politique, on le sait, ce n'est pas de l'arithmétique. Néanmoins, les Verts et le Parti socialiste ne font plus qu'un. Malheureusement, il vous manque Jean-Luc Mélenchon. Vous regrettez son absence ? Nous regrettons tout à fait son absence. Nous lançons une dynamique. Nous pensons que c'est le début, en fait, d'un chemin. Nous avons reconnu dans le projet de Benoît Hamon une grande partie du projet que nous portions nous-mêmes et nous avons saisi cette chance, en fait, de faire parvenir le projet de l'écologie politique au second tour, en soutenant Benoît Hamon. Et nous espérons que Jean-Luc Mélenchon fera le même raisonnement et qu'il donnera toutes ses chances à ce projet en rejoignant la dynamique. Alors on a le sentiment que vous n'avez pas pour le moment dit votre dernier mot. Alors en Outre-mer, l'actualité politique n'est pas en reste, c'est le panorama politique de Laurence Théatin. Bonsoir Laurence. Bonsoir, alors justement, entre ralliement, discussion, les rencontres avec les candidats se multiplient. Oui, et nous allons au QG de campagne de Benoît Hamon, où le candidat a tenté vendredi d'organiser le pôle Outre-mer de sa campagne. Il s'est joué le remake de 2 films, David et Goliath, avec le jeune Valentin Narbonnet dans le rôle de David, et le choc des titans que sont les valsistes Victorin Lurel et Erika Barège, anciens et actuels ministres des Outre-mer, ainsi que l'ancien porte-parole d'Arnaud Montebourg, le député réunionnais Patrick Le Breton. En jeu, les postes très convoités de porte-parole et de coordinateur du pôle Outre-mer de la campagne. Et au bout de 2 heures, Benoît Hamon n'y est pas parvenu. Il y aura plus qu'un référent, puisqu'il y en aura une personne pour coordonner, un référent par... vous le saurez très vite, mais je vais en discuter avec eux, on va continuer la discussion. Un référent par océan, en quelque sorte, un référent pour le projet, un référent pour la zone, ce qu'on appelle le travail sur les territoires en tant que tel, c'est-à-dire la réflexion sur les collectivités locales, et un porte-parole spécifique. Oui, Valentin Narbonnet devient porte-parole de Benoît Hamon, Erika Barège, coordinatrice des élus d'Outre-mer. Alors, pas de pôle thématique Outre-mer, comme Yannick Jadot d'ailleurs. Donc, les Outre-mer n'ont pas besoin de programme spécifique. C'est toujours pareil. Il y a à la fois des dispositions qui, bien sûr, doivent réunir l'ensemble des Français, y compris les Outre-mer, mais il y a des spécificités quand même qu'il faut étudier, dont il faut connaître finement les dispositions. Je pense aux dispositifs fiscaux et je pense aussi à la biodiversité, qui est une particularité peut-être beaucoup plus présente dans les territoires d'Outre-mer. Direction La Réunion. Emmanuel Macron y a annulé son déplacement. Il ne rencontrera donc pas Gilbert Annette, le grand Manitou local du PS, qui a rejoint le leader d'En Marche. La députée socialiste réunionnaise Monique Orphée, elle, y réfléchit. Quant au député de la Martinique, Serge Letchimy, son parti n'avait pas écarté de s'y relier. Finalement, il devrait rester avec Benoît Hamon. Nous avons décidé de rester dans la dynamique de la gauche, cependant on attendait les propositions, parce que le PPM ne décide pas de soutenir sans une négociation préalable. Et on va continuer, on va réunir le comité national qui prendra sa décision. Et chez vous, François de Rugy s'était engagé à soutenir Benoît Hamon. Finalement, il part chez Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire qu'en politique, il faut respecter ses engagements, que ça donne un bien mauvais exemple de façon générale. Effectivement, quand on s'engage dans une primaire, on s'engage à soutenir le candidat qui est issu de cette primaire et c'est une bien mauvaise image de la politique, malheureusement. En tout cas, Eva Sassard, est-ce que vous représentez aux législatives? Oui. Non. Donc la session parlementaire, vous le savez, s'est achevée la semaine dernière. Et si vous êtes réélu, vous ne reverrez pas ces 4 députés, Victorin Lurel, Alfred Marie-Jeanne, Jean-Claude Fruteau et Sonia Lagarde. Merci Laurence pour toutes ces informations. Alors, autre préoccupation en Outre-mer, c'est tout simplement la sécurité. En Guyane, en 2016, le procureur de la République a déploré 42 homicides, un triste record pour l'Outre-mer. C'est la question d'Outre-mer aujourd'hui. Et cette question, elle vous est adressée par Michael Mancé, l'un des organisateurs de la marche des 500 frères contre l'insécurité en Guyane. Bonjour, donc vous connaissez les difficultés que nous rencontrons en matière de sécurité en Guyane, avec la démographie qui explose, l'immigration qu'on n'arrive pas à gérer et la criminalité qui augmente avec. Quelles solutions vous proposez pour combattre l'insécurité en Guyane? Alors, comment combattre l'insécurité en Guyane? Mais ce n'est pas seulement le seul département d'outre-mer. On peut penser à la Guadeloupe, la Martinique, enfin l'ensemble des outre-mer qui est touché par ces phénomènes de violence. C'est vrai que c'est un sujet que je connais malheureusement parce qu'à Viry-Châtillon, dans ma circonscription, nous avons été victimes plusieurs fois, notamment d'attaques contre les policiers assez impressionnantes, qui ont même cherché à atteindre à la vie des policiers. Donc, les réflexions que nous avons eues, c'est que d'une part, il faut une police de proximité, un retour de la police de proximité avec un lien avec les populations qui soit beaucoup plus fort. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il faut renforcer les effectifs de police. Nous l'avons vu sur tous les territoires. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de difficultés dans les différents commissariats pour pouvoir faire face aux difficultés d'insécurité. Et puis, quelque chose qui est plus spécifique aux écologistes, la légalisation du cannabis. Je pense que c'est une des pistes aussi qu'il faut... Vous pensez que c'est une solution pour essayer d'atténuer... justement, les phénomènes de violence Tout à fait. Toute une partie de l'insécurité est liée au trafic. Non, c'est le contraire. Est liée au trafic du cannabis. Si vous légalisez le cannabis, vous asséchez le trafic. Il ne sera plus illégal. Il sera dans les débitants de type débitants de tabac. Et donc, il n'y aura plus en fait toute cette économie souterraine qui sera liée au cannabis. Donc, c'est une des manières de lutter effectivement contre l'insécurité. Alors, il y a aussi peut-être un phénomène de contrebande aussi, peut-être possible. Alors, ce que je vous propose quand même, c'est de regarder quelques images justement de la manifestation des 500 frères où un mouvement de citoyens a décidé de montrer des zones où il y a danger, où l'insécurité règne. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de réaction de la part des citoyens, d'une forme de ras-le-bol ? Non, je pense que c'est très sain que les citoyens s'emparent eux-mêmes de la question et montrent de façon spécifique, effectivement, au pouvoir public là où il faut intervenir. Et en amont, là, on a traité vraiment les symptômes de l'insécurité, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir aux causes et savoir pourquoi est-ce qu'il y a des phénomènes de violence. Je parlais du cannabis, mais bien avant, il y a des phénomènes de décrochage scolaire et d'errance même d'une partie de la jeunesse qu'il faut, à mon avis, traiter en tant que tel. Alors, on va continuer ce débat dans Outre-mer Politique en accueillant Célia Cléry pour la rubrique L'Outre-mer en 2 mots. Bonsoir Célia. Bonsoir. Alors, Eva Sass, votre mot à vous, c'est le mot écologie. Encore une fois, j'ai envie de dire, c'était un peu facile. C'est facile, mais c'est vrai qu'on a tellement peu l'occasion, enfin un peu plus en ce moment, de parler d'écologie qu'on l'a saisi à chaque fois. Et puis pour l'Outre-mer, ça me paraît tout à fait indiqué parce que c'est un des chemins de sortie de crise, je pense, en particulier pour l'Outre-mer. On va y revenir, mais plus généralement, l'écologie, c'est l'avenir de la France. Elle passe par l'écologie pour vous ? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on a là un modèle de développement ancien auquel les gens s'accrochent et qui a démontré malheureusement sa faillite d'une certaine façon avec une explosion du chômage et puis des régions entières qui n'ont pas réussi à se développer. Nous pensons fondamentalement que la transition écologique est une façon de sortir de la crise, ne serait-ce que parce qu'elle crée énormément d'emplois. Alors en métropole, on va parler de transport public ou on va parler de rénovation des logements. En Outre-mer, on va peut-être parler plus directement d'énergie renouvelable, d'agriculture biologique. On va voir ça dans le détail dans un instant, mais c'est un changement de société. Tout à fait, c'est un nouveau modèle de développement et c'est ça qu'il faut aller. Vous n'avez pas le sentiment que c'est justement faire porter une certaine responsabilité aux citoyens,
mais également peut-être aux collectivités qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir, quand on sait que l'outre-mer, c'est 90% de la biodiversité, c'est la surface maritime? C'est une question très intéressante, effectivement. Comment financer la transition écologique? Finalement, c'est ça le fond de la question. On a montré qu'il fallait en gros 16 milliards d'euros pour l'ensemble des territoires français pour financer la transition écologique, mais c'est 16 milliards d'euros au global, c'est-à-dire financement public et privé. On peut déjà réorienter une partie de l'épargne privée, je pense à l'épargne salariale, par exemple, qui peut être investie dans la transition écologique. Et je pense que les pouvoirs publics doivent pouvoir effectivement accentuer un plan d'investissement dans la transition écologique. Pourquoi? Parce que c'est bon pour l'économie et qu'au final, ça nous permettra d'avoir des retombées fiscales. Donc, c'est aujourd'hui une relance de l'activité pour demain pouvoir en fait assainir les finances publiques. Toujours sur ce thème, comment concilier développement économique et protection de l'environnement? C'est la question que vous pose notre consoeur de Nouvelle-Calédonie première, Nathalie Delay. Bonsoir. Le lagon de la Nouvelle-Calédonie est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parallèlement, notre pays est l'un des plus gros producteurs mondiaux de nickel, une industrie très polluante avec 3 usines dans le pays. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut, à votre avis, concilier le développement économique de notre île qui est lié au nickel avec la richesse de la biodiversité grâce à laquelle nous avons pu être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou est-ce qu'il faudra à un moment donné sacrifier l'un de ces 2 secteurs? Cette question-là, elle est valable pour la Nouvelle-Calédonie, mais elle l'est plus généralement pour tous les Outre-mer. Est-ce qu'environnement et développement sont irréconciliables? Alors, on a vu qu'il y avait des parties de la transition écologique qui créaient de l'emploi. Donc, il ne faut pas opposer écologie et emploi. Après, c'est vrai qu'il y a des activités qui sont polluantes et donc il faut penser la transformation. Et ça va être difficile. Je pense que c'est une bonne question. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut effectivement penser à une sortie de ces activités polluantes, mais pour ça, il faut proposer une nouvelle activité économique pour ces îles. Il ne suffit pas de dire on va arrêter les choses. Quand toute l'économie dépend de ces activités, c'est notre responsabilité en tant que pouvoir public de proposer des activités alternatives. Et moi, je pense quand même à une chose, c'est qu'on dit que l'outre-mer est le réservoir de biodiversité de la France. Nous en sommes très heureux, mais à un moment donné, je pense qu'il faut le valoriser, il faut le reconnaître et il faut mettre des moyens. Il faut dire les choses comme elles sont. L'Agence française de biodiversité a été mise en place au 1er janvier 2017. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'elle s'accompagne de moyens et à un moment donné, il faut que ce soit valorisé et que la France reconnaisse que nous dépendons quelque part des Outre-mer pour la question de la biodiversité. Justement, à travers la reconnaissance, alors vous êtes économiste, mais également écologiste. Qu'est-ce que l'écologie peut apporter à l'économie et singulièrement aux Outre-mer? Je l'ai dit, je pense que les énergies renouvelables, on a vu plusieurs exemples. Il y a d'autres mesures aussi. De la géothermie, je pense aux centrales solaires, bien sûr. Je pense qu'il faut aller vers l'autonomie énergétique. Je pense que c'est une notion importante des Outre-mer, qui sont aujourd'hui très dépendants. Juste, il existe des centrales hybrides en Polynésie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces centrales, notamment sur l'atoll de Reao, qui fonctionnent à la fois au gasoil et en même temps au solaire. C'est vers ça qu'il faut tendre, selon vous? Il faut, dans le cadre, effectivement, où on ne peut pas être dans un interréseau métropolitain, il faut bien sûr avoir des installations qui permettent d'avoir une production électrique constante. Donc oui, il faut aller effectivement vers l'hybride. Je pense que c'est tout à fait la bonne solution. Le solaire est très producteur et très présent outre-mer. Très présent, mais il est intermittent. Et donc il faut trouver quand même aussi des solutions. Et donc l'hybride est la bonne solution effectivement pour les Outre-mer. Est-ce que l'économie circulaire, ça peut être aussi une solution? Il y a un député de la Martinique, Serge Letchimy, qui est très en pointe sur ce sujet. En gros, ça consiste, l'économie circulaire, à créer des filières de retraitement des déchets. Alors lui, il le dit autrement. Il dit c'est passer du modèle produire, consommer, jeter au modèle produire, si possible, avec du recyclable, consommer et recycler à nouveau. Ça, c'est une piste, selon vous? Tout à fait. On va là aussi vers l'autonomie, c'est-à-dire quand on recycle ses propres matières, on a moins besoin d'importer aussi des matières de outre-mer. C'est ça le problème? Oui, ça c'est tout à fait un problème. Et de manière générale, on n'encourage pas assez le recyclage aujourd'hui et le réemploi. Parce qu'en fait, quand on dit pour les déchets, il faut réduire, réemployer et recycler. Et on a besoin effectivement d'encourager ces activités-là qui aujourd'hui ne sont pas valorisées, y compris, je vais prendre une disposition au hasard, mais sur le plan fiscal, vous n'avez pas de TVA préférentielle pour les activités de réparation.
Or, la Suède, par exemple, a mis en place une TVA préférentielle. Ça me paraît essentiel pour qu'on puisse trouver des dispositions moins chères, en fait, parce qu'aujourd'hui, il est finalement moins cher d'acheter un nouveau produit que de réemployer ou de réparer. Donc maintenant, pour les activités de réparation, il faut les encourager et effectivement aller vers un recyclage le plus large possible et un réemploi le plus large possible. Alors, votre mot, on l'a entendu, donc c'était écologie, ça on l'a très largement compris. Alors, avec cet accord, on a envie de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il reste de votre programme? Et programme, c'est notre mot. De notre programme Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot. Alors, la raison pour laquelle nous faisons candidature commune, c'est qu'il y avait déjà énormément de points communs. Et quand nous avons découvert le projet de Benoît Hamon, il y avait finalement très peu de points sur lesquels nous avions à discuter ou à avancer. Et ces points-là, nous avons avancé dans l'accord commun. C'était notamment la sortie du nucléaire, vous l'avez entendu. Oui. C'était important pour nous que l'horizon soit marqué et qu'on indique que des centrales soient fermées pendant la mandature. Cela a été acté dans l'accord. Vous n'avez pas peur de disparaître, pardon, je vous coupe, mais à travers cet argumentaire qu'on entend tout le temps, la sortie du nucléaire notamment, est-ce que vous n'avez pas peur de disparaître les Verts, de vous dissoudre dans le Parti socialiste avec cet accord? Dans le Parti socialiste. Alors, c'est avec eux que vous avez passé un accord, en tout cas. Oui, pourquoi je réagis? C'est parce que nous avons passé un accord avec Benoît Hamon et pas avec le Parti socialiste. Et pour nous, c'est important, nous n'aurions pas passé un accord avec le Parti socialiste. Nous avons vécu difficilement, il faut dire. Hein, en même temps nous avons vécu difficilement pendant 4 ans, 5 ans aujourd'hui cette mandature où nous n'avons pas pu faire avancer nos idées avec le gouvernement, donc une grande partie du Parti socialiste. Nous considérons que Benoît Hamon, c'est une mutation qui nous permet d'avoir un accord. Jamais, il faut le dire ici, nous n'aurions fait un accord avec Manuel Valls. Mais est-ce que l'écologie, elle n'est pas contrainte par la finance, justement, vous qui êtes économiste? Parce que c'est les cordons de la bourse, finalement. Comme je le disais, la transition écologique, c'est 16 milliards d'euros par an. Et c'est moins de 1% du PIB. C'est tout à fait possible, en fait, d'avoir un plan d'investissement dans la transition écologique et il est parfaitement finançable. Aujourd'hui, il faut simplement orienter les investissements qui sont réalisés vers la transition écologique qui est beaucoup plus créatrice d'emplois plutôt que de continuer à financer les énergies fossiles et le nucléaire. Alors, on le sait pertinemment, hein, est-ce que quelqu'un comme Antoine Weinster, qui veut reprendre le flambeau, on l'a vu ce week-end, il a envoyé un mail, il dit voilà, Yannick Jadot n'y va pas. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible pour les Verts? Parce que Yannick Jadot décide de vouloir y aller à son tour. Vous voulez dire Antoine Weinster? Antoine Weinster qui veut aller à la place de Yannick Jadot, dans la mesure où celui-ci a fait l'alliance. Parce que si vous regardez alors, je pense qu'Antoine Weinster a envie peut-être d'exister à nouveau. C'est peut-être un... Il avait été candidat à la présidentielle il y a quelques années. Tout à fait, mais il y a bien longtemps de ça. Et puis maintenant, je crois qu'il faut quand même regarder les programmes. Ce que nous avons gagné aujourd'hui, et ça a été difficile pour nous de retirer le candidat Yannick Jadot à la présidentielle. C'est pour nous vraiment un crève-cœur, il faut le dire. Depuis 1974, nous avons un candidat et nous avons décidé cette fois-ci de ne pas en avoir. C'est la première fois où il n'y aura pas de candidat écologiste. Mais vous dites que ça a été un crève-cœur et pourtant Yannick Jadot lui-même, en octobre dernier sur BFM TV, il disait ceci: je ne crois pas qu'il y aura un président écologiste en 2017. Je pense que si nous voulons reconquérir l'électorat, c'est par la crédibilité du discours. Donc il n'y croyait pas vraiment finalement. Il ne croyait pas vraiment à la candidature Europe Écologie Les Verts, qui effectivement était crédité, il faut le dire aussi, de 2% dans les sondages. Donc il y a un minimum de réalisme. Et c'est ce que j'appréciais et ce que j'apprécie toujours chez Yannick Jadot, c'est son parler vrai. Il l'a dit très clairement. Je ne pense pas que la candidature EELV sera au second tour. Et c'est aussi pour ça, finalement, que nous rallions aujourd'hui et que nous soutenons la candidature commune. Vous pensez que vous serez au second tour? C'est pour ça que nous le faisons et nous mettons toutes nos forces de ce côté. Les sondages, pour l'instant, ne sont pas favorables, mais les sondages changent beaucoup. Et d'une semaine sur l'autre, on voit qu'il y a des dynamiques qui sont importantes. Pour nous, c'est le début d'une dynamique, Benoît Hamon l'a dit hier, d'une dynamique citoyenne qui maintenant doit dépasser complètement les partis. Se centrer sur le projet, sur la personnalité aussi de Benoît Hamon d'ailleurs, qui est quelqu'un de sincère, de courageux. Moi, je voudrais rappeler qu'il a signé la motion de censure contre le gouvernement qui était issu du Parti socialiste. Donc, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui va jusqu'au bout. On a besoin de volontarisme en politique. C'est aussi pour ça que nous avons décidé de le rallier. Alors, à propos de Yannick Jadot, en janvier dernier, il disait qu'il n'allait pas se rendre en Outre-mer, mais qu'il avait des relais sur place.
Qui sont ces fameux relais, justement, pour les Verts? Écoutez, on a des accords avec de nombreux partis. Bon, c'est vrai qu'on a... La raison pour laquelle il n'avait pas la possibilité d'aller en Outre-mer lui-même, c'est aussi... financier. Voilà. Il n'avait pas les moyens on va dire les choses, c'est essentiellement une question de moyens et ça n'est pas une question d'intérêt pour les Outre-mer. Donc aujourd'hui, effectivement, on a la chance, finalement, au travers de Benoît Hamon, d'avoir cette possibilité de traiter la question que nous n'avions pas auparavant. Et donc ces relais, je reviens sur ma question, qui sont ces relais justement en Outre-mer, parce qu'on se rend compte qu'avec l'importance de l'écologie et en même temps, votre discours est très peu relayé Outre-mer. Oui, c'est vrai que nous avons une implantation très faible. Nous avons Vous avez un représentant à La Réunion, nous avons Guyane Écologie aussi, qui est assez présent. Donc nous avons effectivement des partis locaux, mais qui sont aujourd'hui malheureusement assez peu représentés. Mais ils ne sont pas très audibles. Et c'est assez étonnant parce que certaines de vos propositions rejoignent certaines propositions des élus d'Outre-mer sur l'économie circulaire. Vous avez une loi qui porte votre nom, qui parle de la qualité de vie de l'environnement dont il faut prendre en compte quand on parle développement et pas seulement de la richesse. Ça, c'est quelque chose que portait notamment Victorin Lurel, député de la Guadeloupe. Et pourtant, votre message, il ne passe pas outre-mer. Non, c'est vrai que je pense que c'est historique et culturel. Malheureusement, l'écologie n'est pas encore rentrée peut-être dans la culture de façon générale en outre-mer. Nous le déplorons, mais c'est peut-être aussi une question de force et de moyens à déployer. Nous aimerions effectivement que la question écologique soit plus prise en main, que ce soit au travers des partis écologistes qui sont associés ou que ce soit au travers finalement aujourd'hui du programme de Benoît Hamon. J'en reviens toujours à ce que les gens n'ont pas d'autres préoccupations avant de penser économie. C'est ça. C'est peut-être ça aussi la difficulté pour vous. Oui, non, mais alors... Nous n'avons pas qu'un programme environnemental. J'ai beaucoup parlé d'environnement, mais bien au-delà, quand on regarde, le point de départ, c'est de penser que la planète a des ressources limitées et que donc nous devons avoir un programme économique qui tient compte de ces ressources, donc un accord avec la nature, mais aussi une nouvelle répartition des richesses. Ça veut dire, petit 1, la transition écologique, j'en ai beaucoup parlé. Petit 2, le partage du temps de travail. Petit 3, aussi, par exemple, la revalorisation du RSA, qui est pour nous quelque chose d'important pour aller vers un revenu universel. On en a beaucoup parlé dans la campagne, mais je pense que c'est important. Et si on avait une vision du programme d'Europe Écologie Les Verts et aujourd'hui du programme commun que nous avons avec Benoît Hamon, plus large, avec ses aspects sociaux, où on propose, par exemple, d'élargir le RSA aux 18-25 ans, si on avait cette vision globale, peut-être effectivement que le programme écologiste au sens large, pas seulement environnemental, serait plus entendu. Alors, autre mesure que nous avons repérée, une mesure écologique, c'est qui ressemble étrangement justement à une des mesures de la loi réelle sur l'égalité, c'est le Small Business Act. Oui. Alors ça, je pense que vous, en tant qu'économiste, c'est peut-être vous qui êtes à l'initiative de cette mesure. Alors, version ultramarine, ça donne un tiers des marchés publics qui sont réservés pour les entreprises locales. Dans la loi sur l'égalité réelle pour les Outre-mer qui a été votée au Parlement. Voilà. Et puis, version écologiste, c'est réserver la moitié des marchés publics aux petites entreprises donc situées dans l'Hexagone. Est-ce que vous aviez connaissance de cette mesure Outre-mer qui existait dans la loi sur l'égalité réelle ? Non, c'est vrai que... Alors, vous avez dit que c'était un marathon, mais en fait, ça a été pour nous assez court de négocier le programme avec Benoît Hamon. Donc, nous n'avons pas étudié cette disposition spécifique pour les Outre-mer. Mais l'idée globale, c'est de relocaliser l'économie. C'est aussi ça qui est important. Et puis, évidemment, de privilégier les PME et les TPE qui sont les plus créatrices d'emplois. C'est de l'emploi, c'est un peu de la préférence nationale, comme le dit le Front National, non ? Réserver des marchés publics aux entreprises locales. Enfin non, c'est pas de la préférence nationale, c'est de la préférence locale et j'ai envie de dire c'est aussi du critère carbone parce que l'idée c'est de ne pas avoir un yaourt aux fraises dont les fraises font 2000 km et d'avoir un approvisionnement local. Un autre élément qui est important aussi dans la relocalisation, c'est le pourcentage d'alimentation bio et locale dans la restauration collective, que ce soit les crèches, les maisons de retraite, les écoles. Et ça permet aussi de trouver des débouchés à l'agriculture bio, qui est aujourd'hui en plein développement dans les Outre-mer. Mais c'est ce qui reste quand même marginal. Ce n'est pas le gros de l'agriculture pour l'instant. C'est 10% d'augmentation des surfaces, 20% d'augmentation des surfaces d'exploitation en Outre-mer. Donc là, on est vraiment dans un développement qui ne sera plus marginal. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, ça représente à peu près 3% des surfaces agricoles utiles. Mais demain, ça sera beaucoup plus. Et surtout,
surtout, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que c'est 60% de main-d'œuvre en plus sur une exploitation. Donc, c'est très fortement aussi créateur d'emplois. Donc, pour moi, on parlait au début du chlordécone, on parlait des exploitations et des bananeraies. Moi, je pense que l'agriculture demain en Outre-mer, c'est aussi l'agriculture biologique. Voilà. Et elle trouvera ses débouchés en métropole et dans les Outre-mer, au travers aussi de cette disposition d'approvisionnement en bio dans toute la restauration collective. Alors, le modèle social français fait également l'objet de toutes les attentions, entre ceux qui veulent le moderniser, l'amender ou tout simplement le retoquer. Écoutez ce qu'en pensent ces jeunes ultramarins, on en parle tout de suite après. Il y a trop d'assistés en France. Tout à fait d'accord, c'est totalement exagéré. C'est pas faux, mais faut se demander pourquoi il y a autant d'assistés. Non, on ne les aide pas, donc on va pas dire oui. Mais il y a trop. Il y a trop, non, pas d'accord. Oui. Le système français, il nous offre une chance superbe de pouvoir s'en sortir quand on n'a pas l'argent pour pouvoir payer ses frais médicaux, par exemple. Je pense qu'il y a des abus. Il y a tellement de personnes qui en profitent. Il y en a, c'est des spécialistes pour abuser puis cumuler un petit peu. Quel est ton métier? Assisté professionnel. Enfin, il y a des gens qui pensent qu'il y a de l'abus. C'est peut-être vrai, mais il y a de l'abus partout. Donc, est-ce qu'il y a trop d'assistants en France? Je dirais pas d'accord. Bon, disons que c'est à la mode de dire ça, de dire qu'il y a trop d'assistés en France. Après, on a fait le choix de les aider aussi, quoi. Et puis, on va dire que c'est ça contre quoi? C'est-à-dire que si on aurait peut-être moins d'assistés, mais plus de misère, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Le modèle social, il est au cœur des préoccupations des jeunes, il est au cœur du débat aussi pour la présidentielle. C'est deux sociétés qui s'opposent finalement. La vôtre et celle de Benoît Hamon face à celle de François Fillon, enfin deux sociétés plus, même, celle de Marine Le Pen, celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce modèle-là, et ça sera aussi au cœur de votre campagne pour les législatives, et derrière ça, il y a une autre question qui est celle de l'accord. Il était aussi passé pour les législatives. Vous voulez de la proportionnelle pour pouvoir ensuite avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Mais d'abord sur le modèle sociétal. C'est une question très large. D'abord sur le modèle sociétal. Non, vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs ça a été très bien dit. C'est vraiment une question de choix de société, quoi. Est-ce qu'on veut une société où on est livré à nous-mêmes, c'est tous contre tous, ou est-ce qu'on veut une société où il y a un minimum de sécurité, on peut vivre sereinement, se dire que face aux accidents de la vie, il y a un filet de sécurité, c'est le choix que la France a fait jusqu'à présent. Et c'est le choix que j'espère nous continuerons à faire dans cette élection. Mais c'est vraiment ce qui est à l'œuvre, parce que quand on dit 100 milliards d'économies sur les dépenses publiques, ça veut dire qu'on va toucher au modèle social nécessairement. Ça veut dire qu'on va toucher aux dépenses de santé, ça veut dire qu'on va toucher aux minima sociaux. Et ça, c'est grave, effectivement, parce que le discours sur les assistés, comme ça a été dit, oui, des abus, vous en trouverez toujours. Bien sûr, il y a des gens qui abusent, mais c'est très marginal. Les gens que nous recevons en permanence, l'immense majorité préférait bien sûr avoir un emploi, préférait bien sûr être autonome financièrement et ne pas toucher les aides sociales. Personne ne rêve, quand il est petit, de vivre avec le RSA. Voilà. Et Vincent, je vous propose maintenant de partir en Martinique, puisque depuis Fort-de-France, le dessinateur François Gabour suit attentivement l'émission. Il résume le tout avec ce dessin, donc Hamon, qui a recyclé donc Jadot, et avec un grand absent, Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi votre conclusion à vous? Mais du coup, moi, ça me permet de revenir sur ma question à laquelle vous n'avez pas répondu quand même. C'est vrai, sur les législatives et l'accord que vous avez passé avec Benoît Hamon et Yannick Jadot à travers lui, les Verts. Derrière ça, il y a comme une idée d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale, d'avoir de la proportionnelle. Ça fait partie aussi du programme, de pouvoir être mieux représenté. C'est deux choses différentes. Oui, il y a effectivement un accord législatif qui s'accompagne assez logiquement le projet programmatique. Il y a 43 circonscriptions réservées à ce stade. Beaucoup moins d'éligibles, donc on n'est pas du tout non plus... la création du groupe n'est pas du tout certaine aujourd'hui, mais il était logique notamment que, par exemple, sur les députés sortants, il n'y ait pas de candidat socialiste face aux députés sortants. Donc oui, il y a la volonté d'avoir des députés écologistes pour être garants de cet accord, pour assurer leur mise en œuvre et donc qu'ils soient évidemment représentés à l'Assemblée nationale, mais vous avez tout à fait raison, notre horizon et ce que nous souhaitons absolument, c'est la mise en place de la proportionnelle, parce que c'est un scrutin démocratique où l'ensemble
des forces pourront être représentées. Donc nous avons un accord qui est assez précis sur ce point, avec un scrutin du type régional, c'est-à-dire un scrutin proportionnel avec prime majoritaire qui permettra à la fois une stabilité et une représentation démocratique. Voilà, on l'a compris. Donc, vous êtes favorable à la proportionnelle. Merci, Vassaz. Merci. Voilà, c'est la fin de l'Outre-mer politique. Merci de votre attention. Rendez-vous dans 15 jours. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir cette émission sur lapremière.fr. À bientôt. Bonne soirée.